Bonjour à tous. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage émouvant où les projecteurs se mêlent aux recoins cachés de l'âme, à la découverte de la vie d'Emmanuel Berco, artiste aux multiples talents du cinéma français, qui a marqué profondément le cinéma par ses rôles intenses et ses films inspirants. Des rues glamour de Paris au prestigieux tapis rouge de Cannes, son histoire est une symphonie de passion, de persévérance et de défis sans fin. Si vous aimez les histoires d'art et de personnes, n'hésitez pas à sonner la cloche et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres aventures merveilleuses comme celle-ci avec nous. Sous les lumières scintillantes du Festival de Cannes 2015, Emmanuel Berco a foulé le tapis rouge, le regard déterminé mais poétique, comme si elle racontait une histoire avec son seul regard. À 47 ans, elle est au centre de toutes les attentions. À la fois réalisatrice qui a ouvert le festival avec La tête haute et actrice récompensée du prix d'interprétation féminine pour son rôle dans Mon roi. Sa voix, lorsqu'on l'interviewe, est douce mais aiguë, comme un vent parisien soufflant dans les rues anciennes. Son succès est comme un feu brûlant dans une nuit d'hiver. Lumineux, chaleureux, mais toujours accompagné des vents froids du sacrifice et de la pression. Derrière ce halo se cachent les zones d'ombre, les contradictions et les décisions audacieuses qui l'ont façonné. Qu'est-il vraiment arrivé à Emmanuel Berco, celle qui a fait plier le monde du cinéma, puis a affronté en silence ses propres tempêtes? Emmanuelle Anne Vivienne Berco est née le 6 novembre 1967 dans le 16e arrondissement de Paris, au sein d'une famille aisée, sans lien avec le monde artistique. Son père, Michel, était chirurgien à l'hôpital Lariboisière, où elle se rendait souvent et était fascinée par sa précision et son dévouement. Son grand-père, Pierre Berco, PDG de Citroën de 1958 à 1970, un homme ambitieux et discipliné qui lui a inculqué la valeur du dévouement. Sa mère, une femme quelque peu excentrique et aventurière, l'a emmené vivre en Irlande et à Saint-Tropez, lui faisant vivre des expériences diverses et aussi déstabilisantes. Cependant, la richesse familiale ne pouvait masquer les blessures émotionnelles qu'elle avait subies très tôt. Enfant, Emmanuel a dû faire face à une séparation familiale. Ses parents, bien qu'aimants, étaient souvent en désaccord sur la manière de l'élever, elle et ses frères et sœurs. Sa mère, à la personnalité libre et décontractée, la laissait parfois démunie émotionnellement, alors qu'elle poursuivait ses propres aventures. Son père, en revanche, était un homme strict, qui plaçait d'elle de grandes attentes, la forçant à être parfaite. Ce conflit lui a laissé ses premières cicatrices psychologiques. Le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir satisfaire les univers de ses deux parents. Elle a confié un jour que ses années en Irlande, alors qu'elle n'avait que 7 ans, étaient celles où elle se sentait le plus perdue, comme un petit oiseau pris dans la tempête. Pour survivre à ces années difficiles, Emmanuelle s'est tournée vers l'art pour s'évader. Elle a commencé à étudier la danse classique, le chant et le théâtre dans un studio d'art dramatique à Paris. Les répétitions de danse sous des lumières tamisées, les cours de chant dans une petite salle sont les moments où elle se sentait véritablement à sa place. Bien que sa famille ne fût pas aussi pauvre que celle de nombreux autres artistes, elle continua d'exercer des petits boulots, comme aider sa mère aux tâches ménagères ou vendre des billets dans de petits théâtres, afin de gagner de l'argent pour acheter des livres et des places de cinéma. Ces expériences l'aidèrent non seulement à développer sa volonté, mais aussi à nourrir son amour pour l'art, un monde où elle pouvait s'exprimer librement, où les cicatrices psychologiques de son enfance devinrent matière à créativité. Le parcours artistique d'Emmanuel Berco a débuté par un heureux hasard, mais a été nourri par son talent et sa persévérance. Après son baccalauréat, elle aspirait à devenir danseuse classique professionnelle et s'est inscrite à l'école de danse Serge Alzetta. Cependant, ce rêve a rapidement été brisé lorsqu'elle a réalisé que son corps n'était pas assez souple pour poursuivre une carrière sérieuse de danseuse. Sans se laisser décourager, elle s'est tournée vers le théâtre et s'est inscrite au Cours Florent, l'une des plus prestigieuses écoles d'art de Paris. C'est là qu'elle a rencontré les premiers professeurs qui ont changé sa vie. Robert Hossein, célèbre acteur et metteur en scène, et Jean-Luc Tardieu, dramaturge inspirant. Ils lui ont non seulement enseigné les techniques de jeu, mais ont également éveillé sa passion pour la narration visuelle. Sa première grande révélation est survenue en 1991, lorsqu'elle a décroché un petit rôle dans le film Ragazzi. Bien qu'il ne s'agisse que d'un second rôle, ce rôle lui a ouvert les portes du cinéma.
Cependant, Emmanuelle ne voulait pas être une simple actrice. Elle souhaitait créer ses propres histoires, ce qui la conduisit à la FEMIS, la prestigieuse école de cinéma française. Son échec au premier concours fut un choc, mais elle ne baissa pas les bras. L'année suivante, elle y retourna et fut acceptée, où elle commença à apprendre la réalisation sous la direction de réalisateurs chevronnés. C'est à la FEMIS qu'elle réalisa son premier court-métrage, Les Vacances, en 1997. Ce film, récit émouvant de vacances en famille, remporta le prix du jury au Festival de Cannes, marquant un tournant dans sa carrière. Les débuts de la réalisation furent difficiles. En tant que femme dans une industrie cinématographique dominée par les hommes, Emmanuelle fut confrontée aux préjugés et aux doutes. De nombreux producteurs la pensaient trop jeune et inexpérimentée pour réaliser. Mais sa sensibilité et sa détermination eurent raison d'elle. Elle consacra des heures à la recherche de scénarios, travailla avec des acteurs non professionnels pour économiser et n'hésita pas à s'essayer à des histoires audacieuses. Son court-métrage, La Puce, sorti en 1999 sur la relation controversée entre une jeune femme et un homme plus âgé, témoigna de son courage. Malgré les critiques pour son contenu sensible, le film a été sélectionné au Certain Regard à Cannes, confirmant son talent pour raconter des histoires humaines complexes. L'apogée de la carrière d'Emmanuelle Berco a eu lieu en 2015, lorsqu'elle a été au centre de l'attention au Festival de Cannes. La tête haute, qu'elle a réalisée et écrit, a été choisie pour l'ouverture du festival, un honneur rare pour une réalisatrice. Le film, qui suit le parcours d'un adolescent en difficulté et les efforts d'un juge pour le sauver, a non seulement reçu une standing ovation de 7 minutes à Cannes, mais a également remporté le César du jeune acteur Rod Parado. La même année, sa performance dans Mon Roi, un film de Mai Wen, lui a valu le prix d'interprétation féminine à Cannes, un accomplissement rare pour une artiste d'être honorée à la fois comme réalisatrice et actrice la même année. Ce qui distingue Emmanuelle, c'est sa capacité à allier authenticité et poésie, tant dans le jeu d'actrice que dans la mise en scène. Dans Mon Roi, elle incarne une femme déchirée par une histoire d'amour toxique, livrant une performance à la fois puissante et douloureuse, comme si elle se déchirait l'âme pour le public. En tant que réalisatrice, elle a le don de raconter des histoires humaines complexes, des adolescentes rebelles de la tête haute à la femme courageuse qui lutte contre l'industrie pharmaceutique dans La Fille de Brest, 2016. Son style, à la fois intense et subtil, a fait d'elle l'une des voix narratives les plus originales du cinéma français. L'influence d'Emmanuelle ne se limite pas à la France. Ses films, comme On My Way, 2013, avec Catherine Deneuve, ont été présentés en avant-première dans des festivals internationaux comme Berlin et Toronto, attirant l'attention du monde entier. Elle est devenue une source d'inspiration pour les jeunes réalisatrices, prouvant que les femmes peuvent créer des œuvres fortes et émouvantes dans un secteur réputé pour être exigeant. Son éthique de travail est également remarquable. Elle choisit toujours des histoires à signification sociale, du trafic d'êtres humains dans Police au scandale médical dans La Fille de Brest, et travaille toujours avec dévouement, du casting d'acteurs non professionnels à la recherche méticuleuse de chaque détail du scénario. Sous les projecteurs du Festival de Cannes 2015, Emmanuelle Berco semblait avoir atteint l'apogée de sa carrière. Mais c'est sous cette lumière que les premières ombres ont commencé à s'installer dans sa vie. Réalisatrice et actrice dans une industrie cinématographique dominée par les hommes, Emmanuelle a dû faire face à des conflits, non seulement liés à la pression du travail, mais aussi à des préjugés profondément ancrés et à des attentes irréalistes. Après le succès retentissant de La Tête haute, le film qui a ouvert Cannes et a reçu une standing ovation de 7 minutes, elle est devenue le centre de l'attention. Mais les projecteurs ont également apporté des pressions invisibles, comme un vent froid soufflant dans les rues de Paris en hiver, la faisant se sentir à la fois honorée et isolée. L'un des plus grands conflits d'Emmanuelle a été sa relation avec les producteurs et le système de pouvoir de l'industrie cinématographique. Après La Tête haute, de nombreux producteurs s'attendaient à ce qu'elle continue à produire des films plus commerciaux, des œuvres susceptibles d'attirer un large public et de générer des recettes importantes au box-office. Ils voulaient qu'elle crée des histoires accessibles, avec de grandes stars et des scénarios moins controversés. Mais Emmanuelle, véritable artiste, ne voulait pas se laisser enfermer par de telles exigences.
Elle a choisi de réaliser La fille de Brest en 2016, un documentaire sur le combat du docteur Irène Frachon contre l'industrie pharmaceutique lors du scandale du Mediator. Le film, bien que salué par la critique pour son honnêteté et son message social fort, n'a pas rencontré le succès commercial escompté. De nombreux producteurs ont été déçus, certains la qualifiant même de trop idéaliste, laissant entendre qu'elle gâchait son talent sur des projets peu rentables. Cette contradiction ne s'arrêtait pas à l'aspect financier. Emmanuelle a également été confrontée aux préjugés sexistes dans l'industrie. Figurant parmi les rares réalisatrices à être récompensées à Cannes, elle a souvent été comparée à ses homologues masculins, qui semblaient plus indulgents face à l'échec de leur projet. Elle a un jour confié lors d'une interview qu'elle se sentait comme une funambule, toujours en équilibre entre la création artistique et la satisfaction du pouvoir. Les critiques, bien que discrètes, s'infiltraient lors de réunions à huis clos, de hochements de tête et de rumeurs dans l'industrie, la qualifiant de trop obstinée et déterminée à poursuivre sa vision. Cette pression l'amenait parfois à se demander si elle avait vraiment sa place dans le monde du cinéma ou si elle n'était qu'une étrangère cherchant à changer les règles tacites. Un tournant majeur se produisit en 2019, alors qu'Emmanuelle réalisait, de son vivant, un film ambitieux avec Catherine Deneuve, avec qui elle avait travaillé sur On My Way et qu'elle considérait comme une amie proche. Pendant le tournage, Deneuve fut victime d'un accident vasculaire cérébral soudain, bouleversant tout le projet. Cet événement fut non seulement un choc personnel pour Emmanuelle, mais aussi un défi professionnel sans précédent. Les bailleurs de fonds, préoccupés par le calendrier et les coûts, la pressèrent de poursuivre le tournage avec un acteur remplaçant ou de raccourcir le scénario. Mais Emmanuelle, par loyauté et respect pour Deneuve, décida de suspendre le projet, lui laissant le temps de se rétablir. Cette décision, bien que reflétant son éthique de travail, a suscité de vives critiques de la part de certains producteurs qui la jugeaient indécise et inapte à gérer un projet d'une telle envergure. Certains acteurs de l'industrie ont même répandu des rumeurs selon lesquelles elle aurait saboté ses propres chances, la laissant plus isolée que jamais. Un sentiment d'injustice s'est emparé d'Emmanuelle, mais elle a choisi de garder le silence. Elle n'a pas réfuté publiquement les critiques et n'est pas allée se défendre devant la presse. Au lieu de cela, elle s'est repliée sur elle-même, se concentrant sur sa famille et ses projets plus modestes. Ce silence, bien que puissant, a alimenté de nouvelles spéculations. Certains pensaient qu'elle avait perdu sa passion, tandis que d'autres pensaient qu'elle préparait discrètement un retour surprise. Mais derrière ce silence se cachait une femme luttant pour protéger son identité artistique, dans un monde où l'art est souvent dominé par le pouvoir et l'argent. Emmanuelle, tel un navire pris dans la tempête, est restée inébranlable à son gouvernail, non sans les cicatrices des vagues déchaînées. Alors que la visibilité à Cannes déclinait, Emmanuelle Bercot n'a pas choisi de se reposer sur ses lauriers ni de se lancer dans de grands projets pour regagner sa réputation. Au contraire, elle a entamé une nouvelle phase, cherchant du sens à travers des contributions discrètes et une vie plus simple. Après l'incident avec De son vivant, elle a réduit la fréquence de ses films, sans pour autant abandonner son art. Elle s'est concentrée sur des projets indépendants, des courts-métrages et des scénarios personnels, où elle pouvait explorer librement des histoires sans être contrainte par les pressions commerciales. L'un de ses projets marquants était un court-métrage documentaire sur les femmes travaillant dans le secteur de la santé, inspiré de l'histoire de La fille de Brest. Bien que peu diffusé, le film a été salué par les petits festivals de cinéma où le public a apprécié la sincérité et la profondeur de son récit. Emmanuelle a également trouvé du plaisir dans l'enseignement. Elle est devenue chargée de cours à la FEMIS, l'école où elle a étudié, et a consacré son temps à encadrer de jeunes réalisatrices, en particulier des femmes souhaitant s'imposer dans le milieu. Ces cours ne portaient pas seulement sur les techniques de réalisation, mais aussi sur la manière de maintenir une vision artistique face aux pressions de l'industrie. Elle racontait souvent à ses élèves ses journées difficiles, de son refus du concours de la FEMIS à ses conflits avec les producteurs. « Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur », a-t-elle un jour lancé à l'un d'eux, le regard brillant de détermination. Ces mots n'étaient pas seulement un conseil, mais un héritage, une source d'inspiration pour la génération suivante. En dehors du travail, Emmanuelle passait plus de temps avec sa famille, notamment son compagnon, le directeur de la photographie Guillaume Schiffman, et leur fils, Nemo.
Elle a confié que la maternité avait changé sa vision de la vie. Les après-midi passés à jouer avec Nemo dans le parc près de chez elle, à Boulogne-Billancourt, les soirées passées avec Guillaume à discuter du scénario autour d'un verre de vin sont les moments qu'elle chérit le plus. Elle a commencé l'écriture d'une autobiographie, à paraître, dans laquelle elle revient sur son parcours, non pas en tant que réalisatrice ou actrice, mais en tant que femme qui a appris à concilier passion et bonheur personnel. Sa vision de la vie a profondément changé, de la quête de la gloire à la recherche de la paix, où l'art n'est plus un combat, mais un moyen de se connecter au monde. Malgré l'opportunité de revenir sur les grandes scènes, Emmanuelle n'est pas pressée de revenir. Elle a refusé de nombreuses propositions de films commerciaux, non par manque de passion, mais par souci de préserver l'authenticité de son art. Elle a cependant continué à jouer des petits rôles, comme celui du président français dans la série d'action La Chute de Paris en 2024, un rôle qu'elle aborde avec l'aisance et la confiance de quelqu'un qui a trouvé son équilibre. Si elle n'a pas repris les projets à grand spectacle, ce n'est pas par échec, mais par choix conscient. Elle souhaite raconter des histoires significatives, que ce soit dans une petite salle ou dans une salle de classe à la FEMI, plutôt que de courir après la lumière. À 57 ans, Emmanuelle Berco est toujours en bonne santé, mais elle n'est pas à l'abri des signes du temps. Ces dernières années, elle a commencé à ressentir de la fatigue après de longs projets, lorsque son corps n'est plus assez fort pour travailler sans interruption comme avant. Bien qu'elle n'ait pas été confrontée à des maladies graves comme la Covid, elle a connu des périodes de stress mental, notamment après l'incident avec Catherine Deneuve sur le tournage de son vivant. Cet événement, combiné à la pression de l'industrie, l'a poussée à réfléchir davantage à la fragilité de la vie. Lors des soirées tranquilles à Boulogne-Billancourt, elle s'assoit souvent près de la fenêtre, écoutant la pluie et pensant aux films qu'elle veut faire, aux histoires qu'elle n'a pas racontées. Elle écrit un journal intime, non pas pour le publier, mais pour consigner ses réflexions sur l'art, la famille et ce que signifie vivre pleinement. Intérieurement, Emmanuelle affronte la vieillesse avec acceptation et gratitude. Elle n'a pas peur d'être oubliée, mais ressent parfois une légère tristesse en pensant aux rêves qui ne se sont pas réalisés. Elle a un jour confié rêver de réaliser un film sur sa propre enfance, ses années en Irlande et à Saint-Tropez, mais n'a pas encore trouvé le moment idéal. Pourtant, elle ne se laisse pas dominer par ses regrets. Elle trouve du réconfort dans la maternité, dans des moments simples comme lire à Nemo ou se promener avec Guillaume sur les plages de Normandie. Ces moments, aussi petits soient-ils, sont une source de force qui l'aide à surmonter les moments difficiles. À ce stade, la réaction du public envers Emmanuelle est un mélange de respect et de regret. Ses fans fidèles la considèrent encore comme un symbole d'audace et de sincérité, partageant régulièrement des publications à son sujet sur les réseaux sociaux, se remémorant ses rôles dans Mon Roi ou les scènes émouvantes de La Tête haute. Pourtant, les jeunes générations, nourries aux films d'action à succès et aux plateformes de streaming, ignorent parfois son nom. Cela ne dérange pas Emmanuelle. Elle a déclaré qu'elle ne réalisait pas des films pour que l'on se souvienne d'elle, mais pour toucher le cœur de ceux qui les regardent, ne serait-ce qu'un instant. L'héritage d'Emmanuelle Berco est un véritable trésor de films, de La Tête haute à La Fille de Brest, qui non seulement racontent des histoires, mais interrogent aussi la justice, l'amour et les luttes humaines. Elle laisse également derrière elle un héritage spirituel, une génération de jeunes réalisatrices, inspirées par sa ténacité et sa passion. Les étudiants de la FEMIS la considèrent souvent comme une enseignante qui leur a appris non seulement à faire des films, mais aussi à vivre leur art, avec sincérité, courage et sans peur de l'échec. Elle est également un symbole de l'égalité des sexes dans l'industrie cinématographique, ouvrant la voie aux jeunes réalisatrices qui osent poursuivre leurs rêves, malgré les préjugés et les barrières. Emmanuelle Berco n'est pas seulement réalisatrice, actrice ou scénariste. C'est une conteuse, un esprit libre qui a osé affronter ses propres limites et celles de la société pour créer des œuvres immortelles. Derrière Laura Canoise se cache une femme pleine de contradictions, à la fois forte et vulnérable, déterminée et pleine de doutes. Elle a vécu avec toute sa passion, aimé de tout son cœur et travaillé avec toute sa sincérité, mais la traitons-nous avec justice? Apprécions-nous vraiment les artistes comme elle, qui privilégient l'art à la célébrité, l'authenticité au glamour? Réfléchissons à son parcours, apprenons de son courage et rappelons-nous que l'art, comme la vie,
est une quête de sens et non une course à la gloire. Abonnez-vous et sonnez pour continuer à découvrir des histoires comme celle-ci, où nous célébrons des âmes exceptionnelles comme Emmanuel Berco.